Bonjour à tous, nous entrons dans une vidéo de correction d'exercice sur le test d'adéquation du Qui2. Test d'adéquation qui est là pour nous faire estimer si dans une population on a des valeurs qui suivent une loi à laquelle on a pensé au préalable, donc a priori. Et pour faire ce test, on se base sur les résultats donnés par un échantillon. Alors commençons tout de suite dans le vif du sujet avec des exemples pour bien voir qu'est-ce qu'on nous demande et de quelle manière on va s'y prendre pour effectuer ce test. Une expérience ici consiste à essayer une épreuve 3 fois de suite avec à chaque fois une chance sur 3 de succès. Donc on est typiquement dans un cas binomial. X est la variable aléatoire qui prend pour valeur 0, 1, 2 ou 3, nombre de succès à l'issue de l'expérience. Justifier que les probabilités de 0 succès, 1 succès, 2 succès et ainsi de suite valent bien, les valeurs que l'on nous donne dans la question. Donc il faut se rendre compte qu'on est dans une loi binomiale. Deux paramètres 3 et 1 tiers. 3 le nombre d'essais et 1 sur 3 la probabilité de succès à chaque essai. Et grâce à cette loi binomiale, on a les probabilités qui effectivement sont données dans la question 1. Dans la question 2, on va passer au test. On réalise l'expérience 54 fois. Donc le fait de faire 3 essais est réalisé 54 fois. Sur les 54 fois, le tableau nous montre les résultats observés des expériences. Donc 20 fois, on a obtenu 0 succès en 3 essais. 14 fois, on a obtenu un succès, 16 fois 2 succès et 4 fois 3 succès. Donc il va falloir qu'on mette les résultats observés dans cette expérience, donc on peut appeler ça un échantillon de mesure, en regard des nombres théoriquement attendus si réellement les probabilités avaient été suivies à la lettre. C'est-à-dire que par exemple, on a 8 chances sur 27 d'obtenir 0 succès, d'après ce qu'on pense de la situation idéale. 8 chances sur 27 d'obtenir 0 succès, 54 étant le double de 27, on s'attend à 16 fois sur 54 obtenir 0 succès. 12 chances sur 27, ça va nous donner 24 fois sur 54. Ici 12 fois sur 54 et ici 2 fois sur 54. Donc on peut traduire les probabilités en nombre d'essais attendus à partir du moment où on nous donne un nombre total d'essais. Donc les valeurs théoriquement attendues centrales, moyennes en suivant les probabilités sont 16, 24, 12 et 2. Et nous avons observé la distribution 20, 14, 16 et 4. Voilà, les deux lignes évidemment donnent bien un total de 54. Donc l'idée du test d'adéquation du Qui2, c'est de savoir si ce qu'on a observé est vraiment trop décalé par rapport aux résultats théoriques, auquel cas on aura tendance à rejeter l'idée que la distribution réelle suit bien une loi binomiale, en tout cas avec les paramètres 3 et 1 tiers. Et puis, si le résultat du test nous montre que les résultats observés ne sont pas si décalés que ça et que cette situation-là n'est pas une situation très exceptionnelle par rapport à ces valeurs moyennes attendues, eh bien on ne pourra pas rejeter l'hypothèse que la distribution réelle suit bien la loi binomiale B3 1 tiers. Pour cela, on calcule des qui-2 partiels qui vont nous faire, à leur manière, estimer des distances entre les observations et les résultats théoriques. Donc notre hypothèse nulle est que le dé n'est pas truqué, en imaginant qu'il s'agit d'un lancer de dés pendant lequel on a une chance sur 3 de réussite, voilà, quelle que soit la réussite définie. Et on calcule l'équilibre partiel, donc avec la formule observation moins valeur théorique au carré divisé par valeur théorique. Par exemple, le premier calcul consisterait à calculer 20 moins 16, le tout au carré divisé par 16. Alors pardon pour les couleurs, hein, c'est vrai qu'ici dans le tableau j'ai mis les valeurs théoriques en rouge, elles se retrouvent en bleu dans ma formule en dessous. Moyennant ça, on a des calculs qui nous montrent ces résultats-là. Voilà, donc par exemple, 20 moins 16, ça donne 4, mis au carré 16, divisé par la valeur théorique qui elle-même vaut 16, résultat 1. Et on continue avec les autres couples de valeurs, on obtient nos qui-2 partiels, on en fait le total, et on a un total de 8,5. 8,5, c'est une mesure de la distance qu'il y a entre la ligne des observations et la ligne des valeurs théoriques, au sens du qui2. Alors maintenant, cette valeur 8,5, je dois la comparer à des valeurs préétablies dans la loi du qui2. C'est-à-dire que je vais pouvoir comparer cette distance de 8,5 à des distances précalculées pour savoir si cette distance est importante ou pas.
Pour cela, je dois trouver le nombre de degrés de liberté qui correspond à mon expérience. Et ici, nous avons une expérience à 4 mesures. 4 moins 1, 3. Donc nous avons 3 degrés de liberté. Et donc la table nous dit, eh bien, nos jalons sont égaux à 11,3, 9,84, 7,82, 6,25. Avec en face, au-dessus, donc ici, des pourcentages qui correspondent aux probabilités de dépasser les valeurs calculées ici dans le tableau. Par exemple, si l'expérience correspond bien à une loi binomiale B3 1 tiers, alors on a 10% de chance dans notre échantillon de 54 essais d'avoir un Ki2 qui finalement dépasse 6,25. Donc c'est une situation un peu exceptionnelle, mais ça arrive dans 10% des cas. Il y a 5% de chance de dépasser 7,82. Effectivement, 7,82, ça représente un décalage plus important que 6,25, c'est-à-dire une liste de valeurs un peu plus éloignée de la liste théorique de valeurs. Voilà, et ainsi de suite. Et nous, on nous demande d'effectuer un test au seuil de 5%. Donc avec 3 degrés de liberté et au seuil de 5%, ce qu'il faut, c'est qu'on regarde si notre Ki2 a dépassé 7,82. Plus précisément avec une troisième décimale, 7,815. Bon, peu importe le nombre de décimales, on voit bien ici, maintenant qu'on va comparer, hein, que notre résultat de 8,5 dépasse la limite et que donc notre série de valeurs observées fait partie des 5%, c'était notre borne ici, notre seuil, fait partie des 5% de résultats qui auraient pu être observés à partir d'une situation qui en général suit bien la bonne loi binomiale, mais on va le considérer comme une expérience un peu trop exceptionnelle pour valider, ou plutôt pour ne pas invalider cette loi binomiale. Donc la conclusion, elle se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que si le Ki2 calculé en vert dépasse le Ki2 limite qui correspond aux conditions de l'exercice, alors on va pouvoir rejeter l'hypothèse de départ. Et donc s'agissant d'un dé par exemple, on dira non, on pense que le dé est truqué. On rejette l'hypothèse que le dé n'est pas truqué. Et donc l'hypothèse que notre expérience s'effectuait dans une loi binomiale parfaite avec les paramètres qui sont ici. Ce qui signifie, et je le réécris entre parenthèses, que en rejetant H0, on prend moins de 5% de risque de se tromper. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si H0 est vrai, alors dans 5% des cas, avec des observations, je vais trouver un Ki2 qui dépasse 7,815. Mais c'est seulement dans 5% des cas les plus forts. Et donc, puisque c'est mon seuil de risque, la probabilité maximale qu'on ait de se tromper en rejetant H0, probabilité maximale acceptable, eh bien, je vais rejeter H0 tout en sachant que j'ai ce risque-là de me tromper. Ça aurait pu se produire avec H0. Autre exercice. Dans 5 groupes français du même secteur, on a relevé le budget annuel alloué à la promotion sur Internet, comparativement au budget annuel global alloué à la promotion. Donc, par exemple, pour l'entreprise A, on a un budget promotion de 558 000 euros, dont 47 000 euros pour Internet. Promotion sur Internet. Très bien. On va commencer par une partie sur l'estimation, ce qui nous fera regarder et faire des rappels sur cette partie-là. Déterminer dans cet échantillon la proportion d'entreprises pour lesquelles le budget Internet dépasse 10% du budget global. Donc ici, il n'est pas question de faire un test, hein, on a simplement à répondre à cette question. Dans cet échantillon, donc dans ces mesures-là, quelle est la proportion d'entreprises pour lesquelles ce nombre vaut plus de 10% de celui-là? Alors pour l'entreprise A, on voit que non. L'entreprise B, oui. L'entreprise C, non. L'entreprise D, oui. Et l'entreprise E, oui. On en a 3 sur 5. La proportion est de 3 sur 5, c'est-à-dire 0,6 ou encore 60%. Ça, c'est ce qu'on a relevé dans cet échantillon de 5 entreprises. Et donc, c'est une valeur P et non pas pi. On appellerait pi une proportion existant dans la population. Alors ici, déterminer l'intervalle de confiance à 95% de la proportion qui pourrait être observée dans l'ensemble des groupes français du même secteur. Donc on part de la valeur observée dans l'échantillon et on en profite pour créer
un intervalle de confiance pour la proportion qu'on pourrait observer dans la population, donc dans l'ensemble des groupes français. On a une formule pour ça. Estimation de pi par intervalle de confiance. Il faut faire ces calculs-là. Voilà, donc on se centre sur la valeur P observée, 0,6, et on retranche ou on rajoute un nombre qui est identique de chaque côté, qui va donc représenter la demi-largeur de notre futur intervalle et qui doit être calculé de cette façon. La racine carrée de P1 moins P sur N représentant un écart type et le coefficient U de loi normale centrée réduite représentant une amplification de cet écart type pour atteindre le niveau de confiance désiré ici. Pour 95%, le coefficient de loi normale à appliquer sera 1,96. Donc nous avons toutes les données pour appliquer cet intervalle. P vaut 0,6, petit n vaut 5, c'est la taille de l'échantillon, et U vaut 1,96. On arrive à un intervalle de confiance qui nous mène, en arrondissant, de 0,17 à 1,03. C'est traduisible en pourcentage, bien sûr, donc c'est un intervalle qui va de 17% à 100%. On va arrondir puisqu'on ne peut pas dépasser 100% pour parler concrètement. Donc on estime que la proportion d'entreprises dont le budget Internet dépasse 10% du budget global est comprise dans la population entre 17% et 100%. Donc c'est évidemment très vaste. Encore une fois, le propre d'un intervalle de confiance est de faire une estimation non pas pour sa précision, mais pour son extérieur. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que il y a 2,5% de chances pour que la proportion dans la population soit inférieure à 17%. Cet ensemble se compose en fait de 58 groupes. Donc 58 groupes, 58 entreprises si vous préférez. Combien au minimum peut-on dire avec un degré de confiance de 80% qu'ils ont un budget Internet dépassant 10% du budget global? Alors là, on est sur quelque chose qui ne correspond pas au pourcentage demandé dans la question 2A, donc il va falloir refaire un petit peu ce travail. Cette fois-ci, on aimerait bien avoir 80% de chance de dépasser un certain nombre. Par exemple, si je reprends mon 0,17 en tant que proportion, s'agissant de la borne inférieure d'un intervalle à 95%, eh bien, il y a 97,5% de chances de dépasser 0,17, 95% dans l'intervalle et 2,5% à droite de l'intervalle. Ici, si on veut avoir 80% de chances de dépasser une valeur minimale, combien au minimum? Eh bien, c'est que on a 20% de chances d'être en dessous, et que si on parle en termes d'intervalle de confiance, on aurait aussi 20% de chances d'être en dessus par symétrie. Et que donc on est en train de chercher la borne inférieure d'un intervalle de confiance à 60%. Alors on n'est pas censé connaître par cœur le coefficient U à appliquer pour atteindre un niveau de confiance de 60%, mais on sait par exemple que ce coefficient est un coefficient de loi normale centrée réduite. Donc on va faire appel à la table de la loi normale centrée réduite, qui elle est conçue sur des probabilités de gauche par rapport à une valeur donnée, et non pas des probabilités d'intervalle de confiance, des niveaux de confiance. Alors qu'est-ce qu'on voit par exemple? Si on vise une probabilité de 80%, cette table est capable de nous dire, en visant donc 80%, donc je vais en fait dépasser 80% et ne pas m'arrêter à cette probabilité-là. Pour atteindre un niveau de 80%, il faut viser la valeur U qui est égale à 0,85. 0,85. Donc si je me ramène sur ce schéma, le formulaire me dit la probabilité d'être en dessous de 0,85 est de 80%. Nous, on cherche autre chose, on cherche une valeur minimale que l'on a 80% de chance de dépasser. Donc on raisonne dans l'autre sens. Ça concerne donc une valeur U qui se trouverait à gauche, mais la loi normale centrée réduite étant centrée sur 0, la situation est parfaitement inversée et la valeur U que l'on cherche est simplement l'opposé de celle qu'on a sous les yeux dans le tableau. Donc si j'ai visé à droite 0,85 pour une proba de 80% à gauche, je vise à gauche une valeur de moins 0,85 pour avoir une probabilité de 80% à droite. Et je m'aperçois du même coup que entre les deux valeurs moins U et U, moins 0,85, 0,85, j'aurai bien mes 60% d'intervalle de confiance. Donc tout est cohérent par rapport à ça.
Et je vous invite à réécouter tout ce que je viens d'expliquer parce que c'est vrai que ça demande une certaine habitude. La valeur de U qui nous intéresse ici est euh, moins 0,85. Et donc ça veut dire, puisque en me ramenant à la logique d'un intervalle de confiance, je cherchais la borne de gauche, eh bien je dois calculer P moins 0,85 fois racine carrée de P1 moins P sur N. Voilà, un calcul que je vais montrer donc ici en bas. P était connu, N aussi, donc je n'ai qu'à refaire le calcul ici. Et je tombe sur 0,4138. Donc ça veut dire que je pense, avec un degré de confiance de 80%, que au moins 41,38% des entreprises ont un budget Internet dépassant 10% du budget global. 41,38% de 58 entreprises, ça donne donc un minimum de 24 entreprises. Cette fois-ci, on va passer à un test. Donc on a des résultats d'un échantillon, et en fait, on veut effectuer un test du Ki2 pour dire au seuil de 5%, seuil de risque, si les budgets Internet observés pour les 5 entreprises sont conformes à un budget Internet valant 10% du budget global, sous-entendu dans la population. D'accord? On n'est pas en train de faire une estimation sur l'échantillon. L'échantillon, il est devant nos yeux, donc on n'a pas besoin d'estimer quoi que ce soit. On veut savoir à partir de cet échantillon si on peut estimer qu'en moyenne, euh, cette conformité-là est faite. C'est-à-dire que si on est en adéquation avec une distribution qui représenterait en moyenne 10% du budget global. Alors ici, on a donc ces observations-là, 47, 55, 58, 63, 72, voilà pour le budget Internet. Et quelles sont les valeurs théoriques auxquelles ces valeurs réelles doivent être confrontées? Eh bien, à ce qui correspond à notre hypothèse. Voilà ce qu'il faut tester. Est-ce que dans la population, ça vaut 10% du budget global? Donc nous allons mettre en valeur théorique 10% du budget global par rapport à ce qui a été observé. Donc 55,8, 54,5, 58,7, 56 et 58,5. On applique nos formules de calcul des Ki2. Observation moins valeur théorique, le tout au carré divisé par valeur théorique, et on obtient nos différents Ki2 partiels. Alors je vous précise que vous pouvez utiliser votre calculatrice pour entrer les valeurs observées en liste 1 par exemple, les valeurs théoriques en liste 2, en face des observés, et puis en liste 3, vous pouvez, en allant tout en haut, inscrire la formule liste 1 moins liste 2, le tout au carré divisé par liste 2. Vous obtenez directement ces résultats-là. Et en liste 4, en vous plaçant sur la première cellule, vous pouvez demander à votre calculatrice de faire la somme de la liste 3. Ce qui vous évite de saisir tout ça à la main, et vous obtenez une somme égale à 5,391, donc en cumulant les 5 valeurs vertes. Voilà, donc on a obtenu ici un Ki2 de 5,39 environ. Et encore une fois, ce Ki2 observé, calculé, doit être comparé à des Ki2 qui servent de jalon, et en particulier le Ki2 qui correspond à un seuil de 5%. Combien est-ce qu'on a de degrés de liberté ici? Je vais afficher la table du Ki2. Nous avons une série de 5 mesures, donc nous avons 4 degrés de liberté. Au seuil de 5%, le Ki2 limite est 9,49. Si notre Ki2 dépasse 9,49, alors nous pouvons rejeter l'hypothèse qui a été posée, sinon nous ne pouvons pas. Ici, bien sûr, notre Ki2 de 5,39 est bien trop faible, donc à ce seuil-là, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse qu'en France, le budget Internet représente 10% du budget global de communication. Voilà, ce qui signifie, puisque ma réponse inclut le terme au seuil de 5%, que si on voulait rejeter cette hypothèse, on prendrait plus, et même beaucoup plus ici, de 5% de risque de se tromper. Donc on n'est pas suffisamment sûr pour rejeter, donc on ne rejette pas. Encore une fois, je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, ça ne veut pas dire qu'on accepte. On n'accepte pas cette hypothèse, c'est simplement qu'on n'est pas suffisamment sûr pour la rejeter. Donc ne pas avoir 80%, 95% de certitude dans le rejet ne veut pas dire accepter. Il faut bien faire attention à cette distinction. Voilà, et donc je peux en conclure plus globalement sur les tests d'hypothèses en statistique, que ce soit du Ki2 ou d'autres choses, qu'en fait une hypothèse émise conduit soit à un rejet de l'hypothèse, soit à un non-rejet de l'hypothèse parce qu'on n'est pas assez sûr pour la rejeter, mais jamais à une acceptation de l'hypothèse.
Alors, changeons de sujet. Une étude a été conduite dans un échantillon de 50 entreprises de plasturgie. Sur chacune d'elles, on a relevé le résultat net de l'année 2016. Pourquoi pas? La liste des résultats nets forme une variable que l'on note R, exprimée en millions d'euros. Donc le résultat net n'est pas donné précisément par les entreprises, donc tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut positionner nos entreprises dans certains intervalles de résultats. Et donc on a cette répartition-là observée. On va en profiter pour faire un peu d'estimation. Et donc ici, en termes de résultats moyens et d'écart type. Alors, donner la moyenne et l'écart type du résultat net observé, donc sur l'échantillon. Il suffit d'entrer les données de cet échantillon, de demander à une calculatrice ou à un ordinateur la moyenne et l'écart type de la série. Bien entendu, lorsqu'on a des intervalles, on entre le centre de chaque intervalle et on obtient une moyenne à 1,95 million d'euros de résultat net avec un écart type de 0,87 million d'euros. Encore une fois, s'agissant d'un échantillon, on utilisera les notations x bar et s. Et on réservera mu et sigma pour une population. Ces 50 entreprises représentent un échantillon aléatoire simple pris parmi un grand nombre d'entreprises, donné à un intervalle de confiance à 99% du résultat net moyen de la population d'entreprises. On notera que l'écart type de la population est inconnu. Alors effectivement, il y a deux formules pour une estimation de moyenne par intervalle de confiance, suivant que l'écart type de la population est connu ou pas. Tout ce qu'on a, nous, c'est l'écart type de l'échantillon, mais on n'a certainement pas celui de la population, donc on utilise la formule correspondant à sigma inconnu, qui elle-même utilise x bar et s, que l'on connaît déjà, et un coefficient t de student. Petit n, quant à lui, est la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre d'entreprises sur lesquelles on a fait des mesures, et il y en a, on nous le dit ici, 50, mais on peut vérifier en faisant le total ici. Donc on aura n-1 49, racine carrée de 49, ça donnera 7, mais ce qu'il nous faut, c'est trouver le coefficient t de student, qui correspond à la situation. Sachant que petit n est égal à 50, nous avons 49 degrés de liberté. Donc on va afficher la table de student. On cherche un intervalle de confiance à 99%, donc nous avons un seuil de risque alpha, A-B, à 0,01 et 49 degrés de liberté. Donc nous utiliserons un coefficient t valant 2,68. On a tout ce qu'il faut pour effectuer nos calculs et notre intervalle de cette formule nous donne 1,615, 2,285. Voilà une estimation par intervalle de confiance à 99% du résultat net moyen dans la population en général, dans l'ensemble de toutes les entreprises existantes dans ce secteur. Maintenant, la partie test. L'objectif consiste ici à tester l'hypothèse que distribution des résultats nets des 50 entreprises, la distribution est en accord avec la distribution normale N209 pour la population. Donc si dans la population, les résultats nets se distribuent suivant une loi normale, avec une moyenne qui vaut 2 millions d'euros et un écart type de 0,9, prenons cette hypothèse, est-ce que ce qu'on a observé sur l'échantillon nous renvoie des résultats vraiment jugés incompatibles avec cette distribution-là, ou est-ce que les résultats ne sont pas spécialement incompatibles? Donc on va commencer par se dire, bon bah, on a des valeurs observées, c'est très bien, mais ce qui serait bien, c'est de trouver des valeurs théoriques à mettre en face. D'abord, avec une loi normale de moyenne 2 et d'écart type 0,9, on peut tout à fait calculer les probabilités que la valeur se trouve entre -1 et 1, entre 1 et 1,5 et ainsi de suite. Donc il suffit de faire la demande très simplement à la calculatrice et on obtient ces probabilités-là. Encore une fois, vous pouvez saisir les différentes probabilités, pas tout de suite, non, on va en profiter pour calculer les nombres d'entreprises correspondantes. Alors, une probabilité par exemple de 13,28% sur un total de 50 entreprises, je multiplie 0,1328 par 50 et ça me donne le nombre d'entreprises sur les 50 qui sont théoriquement attendues. Et donc c'est pour ça qu'en question B, on nous demande de montrer que ces probabilités correspondent à 6,642 entreprises. Ce sont des valeurs moyennes, hein, bien sûr, 7,8 entreprises, etc., etc. Oui, donc, en multipliant les probabilités précédentes par 50. Donc nous avons nos valeurs observées, que l'on peut mettre en face de nos valeurs théoriques, et à partir de chaque couple valeur observée, valeur théorique, nous pouvons calculer un qui-2 partiel. Donc en effectuant un test du qui-2, dire si au seuil de 5% on peut rejeter
la distribution loi normale 2,09 pour R. Les qui2 partiels obtenus vont être ceux-là, dont le total est égal à 9,56. On va faire appel à nouveau à la table du qui2 pour savoir quel est le qui2 qui correspond à un seuil de 5%. Alors attention au calcul des degrés de liberté pour le qui2. Ça n'est pas le nombre d'entreprises moins 1, ça n'est pas 49 degrés de liberté. Le test du qui2 fonctionne sur le nombre de mesures effectuées, donc le nombre de valeurs, et non pas le nombre d'entreprises effectuées. Le nombre de valeurs ici, c'est 5. On a un tableau à 5 cases, donc on a 4 degrés de liberté. 4 degrés de liberté, seuil de 5%, le qui2 limite vaut 9,49. Donc avec nous, 9,56, nous voyons que notre échantillon fait partie des 5% de résultats les plus exceptionnels provenant d'une distribution normale N209 dans la population. Mais puisqu'on a dépassé le seuil qui avait été fixé, nous allons considérer que c'est trop exceptionnel et que ça met en doute cette distribution N209 pour la population. Donc nous pouvons rejeter au seuil de 5% l'hypothèse selon laquelle le résultat net a pour loi N209. Encore une fois, c'est tout à fait possible qu'à partir d'une loi N209, on extrait un échantillon de ce type-là, mais ça fait partie des 5% d'échantillons exceptionnels. Donc on rejette cette loi, mais on a quand même 5% de risque de se tromper en rejetant. Que signifie ce seuil de 5%? Eh bien, je viens de le dire oralement. En rejetant cette hypothèse d'adéquation, on prend moins de 5% de risque de se tromper. Un exercice ici où on change encore une fois complètement de sujet. L'examen de 320 familles ayant 5 enfants s'est traduit par la distribution du tableau suivant. Sur 320 familles, 18 ont 5 garçons et 0 filles, 56 ont 4 garçons et 1 fille, et etc., etc. Et ainsi de suite. Ce résultat est-il incompatible avec l'hypothèse que la naissance d'un garçon et d'une fille sont des événements équiprobables? Tiens, oui, on peut regarder ce tableau d'un peu plus près. Les valeurs observées dans les 3 premières colonnes sont supérieures aux valeurs observées dans les 3 dernières. Donc on sent bien qu'il y a une espèce de symétrie qui se met en place avec des valeurs plus fortes au centre, mais systématiquement, la valeur de gauche est supérieure à la valeur de droite. Et donc on trouve quand même moins de familles qui ont plus de filles et moins de garçons que de familles qui ont plus de garçons et moins de filles. Est-ce que ces observations-là remettent en cause le fait que la naissance d'un garçon et d'une fille sont des événements qui ont 50% de chances de se produire? On va voir avec un test. Donc, je l'écris ici, mais effectivement, la difficulté vient du calcul des effectifs théoriquement attendus dans l'hypothèse où les garçons et les filles ont chacun 50% de chance à chaque naissance. Et donc, il faut envisager une série de naissances. Donc, on s'intéresse aux familles de 5 enfants, hein, donc une série de 5 naissances successives. Dans le cas idéal où à chaque fois, on a 50% de chance d'avoir un garçon, 50% de chance une fille. Donc on est dans un cas de loi binomiale finalement, hein, dans cette situation idéale que l'on veut tester, où les paramètres sont 5 et 0,5, c'est-à-dire une loi binomiale dans laquelle une expérience est tentée 5 fois de suite, avec une chance de succès de 0,5, 50%. Qu'est-ce qu'on va appeler succès? Eh bien il faut faire un choix hein, entre garçon et fille. Donc ici j'ai décidé d'appeler le fait d'avoir une fille un succès et le fait d'avoir un garçon un échec. Il n'y a aucune échelle de valeur là-dessus, évidemment. Donc ici, la loi binomiale de paramètres 5 et 0,5 me permet de calculer maintenant des probabilités d'avoir 0 succès, comme ici, ou 1 succès, ou 2 succès, 3 succès, 4 succès, 5 succès. On peut avoir les 6 probabilités très facilement avec cette loi binomiale. Et j'en profite pour afficher ce qui est annoncé ci-dessous, mais que j'affiche ci-dessus, les probabilités correspondantes. Évidemment, ça peut se traduire en pourcentage, c'est-à-dire que dans l'absolu, d'après cette loi, 3,125% des familles de 5 enfants présentent 5 garçons et 0 filles. Mais sur un total de 320 familles, en remultipliant ce nombre par 320, j'obtiens 10. Ça veut dire qu'en théorie, je m'attends à 10 familles, ici, 5 garçons, 0 filles.
Et puis je continue avec chaque probabilité que je multiplie par 320. Et donc je m'attends à la répartition théorique 10, 50, 100, 100, 50, 10. Au lieu de 18, 56, 110, 88, 48. Le total de la ligne bleue et de la ligne rouge est le même, 320 évidemment. À partir des effectifs observés et des effectifs théoriques, je calcule mes qui 2. Donc j'ai 6 valeurs de qui 2 partielles, j'en effectue le total, et ce total est égal à 11,96. Encore une fois, on ne peut pas décider à l'avance si ce qui 2 partiel, total, excusez-moi, est élevé ou pas. Il faut se ramener à une échelle. Ici, on a une série de 6 mesures, c'est-à-dire qu'on a un tableau à 6 entrées, et donc on aura 5 degrés de liberté. Et on nous demande de faire un test, eh bien on ne nous donne pas de seuil, c'est à nous de décider. Donc on va regarder dans la table du qui 2 à 5 degrés de liberté, et on a 4 valeurs, 15,1, 13,4, 11,1, 9,24. Et avec une décimale de plus, encore une fois en dessous, je donne les qui 2 qui peuvent être intéressants pour nous, c'est-à-dire les deux valeurs qui encadrent celles qu'on vient de calculer. Donc qui seront plus directement comparables à celles qu'on a calculées à 11,96. Je m'aperçois que notre qui 2 calculé a dépassé le qui 2 limite qui correspond à un seuil de 5%, mais n'a pas dépassé le qui 2 limite qui correspond à un seuil de 2%. Autrement dit, notre situation est relativement exceptionnelle. Elle fait partie des 5% de cas les plus exceptionnels en regard des valeurs théoriquement attendues, mais elle ne fait quand même pas partie des 2% de cas les plus exceptionnels, donc vraiment des cas extrêmes. Donc qu'est-ce que je vais conclure? Eh bien, je peux donner deux conclusions différentes ou faire un mélange des deux. C'est-à-dire que au seuil de 5%, je pourrais rejeter l'hypothèse de départ que les garçons et les filles ont chacun 50% de chance de naissance, d'accord, d'apparition. Au seuil de 5%, parce que je sais que j'ai au moins 95% de chance de ne pas me tromper en rejetant cette hypothèse. Par contre, je n'ai pas atteint la limite du seuil de 2%, donc je n'ai pas non plus 98% de certitude dans cette affirmation de rejet. Donc au seuil de 2%, on ne peut pas rejeter H0, on n'est pas suffisamment sûr, mais par contre au seuil de 5%, on peut. On a donc, et vous pourrez prendre le temps de relire cette phrase, entre 95% et 98% de confiance dans l'affirmation les garçons et les filles n'ont pas chacun 50% de chance de naissance. Et en regardant encore une fois les valeurs observées, je m'aperçois que les observations montrent que il y a peut-être un petit peu plus de 50% de chance qu'un garçon naisse et un peu moins de 50% de chance qu'une fille naisse. Mais je peux très bien me tromper. Il y a toujours une possibilité pour que l'on soit tombé dans un échantillon un petit peu biaisé par rapport à une population qui, en moyenne, représente bien l'hypothèse qui avait été avancée de 50%, 50%. Voilà, donc vous l'aurez compris, il faut comprendre, si je puis dire, le calcul des effectifs théoriques dans une situation donnée, avec une hypothèse donnée. Il faut savoir ensuite pratiquer le test du qui 2 en calculant le qui 2 calculé ici en vert et en le comparant à un qui 2 limite donné dans la table du qui 2. Et puis enfin, cette comparaison conduit à une décision qu'il faut savoir interpréter en termes de risque de se tromper ou de degré de confiance dans ce qu'on peut avoir. Ce qui est sûr, c'est que dans toutes les situations, ce qu'on appelle le seuil de risque est la probabilité maximale que l'on a de se tromper en rejetant l'hypothèse de départ. Je ne peux pas le dire d'une manière plus courte, c'est celle-ci et pas une autre. Ça signifie donc par exemple dans un exercice que on n'a pas la possibilité de rejeter H0 au seuil de 2% parce qu'on aurait plus de 2% de risque de se tromper. Mais par contre, on peut la rejeter au seuil de 5% parce qu'on n'a pas 5% de risque, on a moins de 5% de risque de se tromper. Le risque de se tromper avec 11,96 est quelque part entre 2% et 5%. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair. C'est vrai qu'on a des choses sur lesquelles on a pas mal d'explications à donner. Chaque énoncé présente son lot de difficultés à travers lesquelles il faut passer. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, comme d'habitude.